Bonsoir chers tous. Bonsoir chers frères d'Oswell. Aïssata Kourouma soit salué. Bonsoir madame Aïssata Kourouma. Big up à toi cher frère Ahmed Savané. Alpha Ahmed Bamba soit salué. Ougues FMI soit salué. FMI là, je me méfie de... Soyez salués mesdames et messieurs. Doumbia Zouzou le Gangamba, mon très cher frère, depuis ta position, big respect à toi, sois salué. Partagez ce direct, invitez vos amis. Nous sommes ici déjà à 23 h. Voilà, c'est parce que la France était en train de jouer contre le Portugal. C'est pourquoi j'ai décalé un peu l'heure. Voilà, donc pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, on n'a même pas encore commencé. Je vous prie de partager le direct, d'inviter vos amis. On va venir parler un peu de ce que moi j'ai appelé le honteux verdict du procès de la grosse honte contre M. Guillaume Soro, ses compagnons, ses frères et son mouvement politique Génération et Peuple Solidaire, le GPS. Qu'est-ce que nous devrons retenir de ce qui vient de se passer en Côte d'Ivoire aujourd'hui, mercredi 23 juin 2021? Alors, vous êtes sans ignorer que depuis plus d'un an maintenant, M. Guillaume Soro et ses frères et compagnons de lutte étaient opposés à M. Ouattara. Je le dis très bien, ils étaient opposés à M. Ouattara et non à l'État de Côte d'Ivoire. Parce que déjà, condamner quelqu'un à perpétuité en Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire n'a pas prévu ces dispositions. Voilà. Et donc, le verdict d'aujourd'hui, c'est le verdict de M. Ouattara et non de la justice ivoirienne. Et je pense que nous ferons fort de vous expliquer en long et à large pourquoi et comment nous qualifions ce verdict de M. Ouattara et non du verdict de l'État de Côte d'Ivoire. Parce que tout d'abord, GPS est un mouvement qui a été créé, qui était présidé par le président Guillaume Soro, mais le GPS, Génération et Peuple Solidaire, est un mouvement citoyen. Et donc, un mouvement citoyen, il y a une multitude d'Ivoiriens qui, n'est-ce pas, ont mis foi et confiance et ils se sont mis ensemble pour créer un mouvement politique, certes, mais un mouvement citoyen qui vient d'être dissous par une décision de M. Ouattara et non une décision de justice. Alors, qu'est-ce que nous devrons savoir? Voici 20 personnes, une vingtaine de personnes qui étaient à la justice de M. Ouattara, à un procès, et parmi ces 20 personnes, on trie sur le volet ceux qui ont décidé vraiment d'épouser les causes de M. Guillaume Soro, ceux qui ont décidé de ne pas laisser tomber M. Guillaume Soro. Et aujourd'hui, c'est l'occasion pour moi aussi de faire une petite révélation, peut-être une révélation pour d'autres, mais nous savons ça il y a un peu longtemps, que ce verdict-là n'allait pas être moins que ce qu'on vient de connaître. Voilà, mesdames et messieurs, le décor étant planté. Alors, depuis le 19 mai passé, M. Guillaume Soro et ses compagnons comparaissaient devant le tribunal criminel à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour une affaire, dit-on, de projet de coup d'État. Projet de coup d'État. Vous êtes d'accord, vous n'allez pas me contrarier, vous n'êtes pas, je veux dire, vous n'allez pas dire le contraire que quelque chose qui est en projet, ça veut dire qu'on n'a pas encore passé à l'acte. Ce soir, je vais être un peu objectif, ou bien plus objectif, pour dire que, estimons, en tant que soroïstes, acceptons la première hypothèse selon laquelle notre leader avait un projet de coup d'État. C'est-à-dire, soroïstes, asseyez-vous, dites, bon, ok, admettons que M. Soro Guillaume avait un projet de coup d'État. Mais qu'est-ce qu'un projet de coup d'État? Un projet de coup d'État, le Sénat a l'intention
Parce qu'un projet, c'est une intention. Le Seigneur a une intention à moyen ou à long terme, à court, à moyen ou à long terme, de faire un coup d'État. Et le Seigneur voit un ami, il lui dit, moi, j'ai envie de faire un coup d'État. C'est ça, l'intention, le projet. Je m'organise à faire un coup d'État. Et on me stoppe dans mon élan, dans mon organisation, on me stoppe. Mais avec quelle preuve on m'a pris? Non, j'ai dit seulement dans ma bouche. Peut-on condamner quelqu'un à perpétuité pour ça? Estimons que la bande sonore, là, la bande sonore, parce que c'est ça, ils ont brandi comme seule preuve de projet ou bien de coup d'État. Alors, qu'est-ce que M. Guillaume Soro faisait dans la bande sonore? Est-ce qu'il avait commencé à tirer au palais? Est-ce qu'il avait commencé à prendre les camps militaires à Côte d'Ivoire dans la bande sonore? Non. Dans la bande sonore, il était en train de dire que lui, s'il veut faire un coup d'État au président Ouattara, il suffisait pour lui d'appuyer sur la télécommande. Et il est clair que dans la bande sonore, il parle au conditionnel. Vous savez alors pourquoi l'accusation, ça veut dire Adou Richa, n'a pas accepté de remettre la bande sonore aux avocats de Soro Guillaume. Je vous apprends que dans un procès, l'accusation, ça veut dire le procureur qui accuse, qui poursuit, est dans l'obligation de remettre les preuves sur lesquelles il s'appuie pour poursuivre. Le procureur est dans l'obligation de les remettre aux avocats de la défense. Ça veut dire qu'aux avocats de celui qui est accusé. Je reprends ça doucement et à terre. Ça veut dire terre à terre dans le français d'Abidjan. Quand tu vas en justice avec quelqu'un, quand le procureur accuse quelqu'un, on est dans le cas de Soro Guillaume, le procureur dit, M. Soro Guillaume voulait faire un coup d'État, j'ai les preuves. On dit ok. Parce que c'est vrai, on peut accuser sans preuve, mais on ne condamne pas sans preuve. Alors, M. Guillaume Soro prend des avocats. Parce que dans un État, on dit que l'accusé, c'est lui qu'on accuse, a droit à des avocats. Et ces avocats ont droit aux pièces, aux preuves que détiennent l'accusation. Ça veut dire que pour aller au procès, c'est pourquoi on dit tout le monde a droit à un procès équitable. Pour qu'un procès soit équitable, juste et transparent, il faut nécessairement et obligatoirement que la partie qu'on accuse, on mette à la disposition des avocats des accusés les preuves sur lesquelles on s'est appuyé pour les poursuivre. Ça veut dire quoi? Dans le cas de Soro Guillaume, que pour qu'on qualifie ce procès de procès équitable, transparent et juste, il fallait obligatoirement que Adou Richa remette la bande sonore qu'il a fait écouter aux Ivoiriens aux avocats de Soro Guillaume. Cela n'a jamais été fait jusqu'à aujourd'hui, le dernier jour du procès. Jusqu'au verdict final, l'accusation n'a pas remis aux avocats de la défense la pièce sur laquelle ils se sont basés pour poursuivre Guillaume Soro. Ils ont refusé de remettre ça aux avocats de Guillaume Soro. Alors que c'est ce que la justice recommande. C'est ce que la loi dit. C'est pourquoi je vous dis, pourquoi on soit au même niveau d'information là, que ce procès n'a jamais opposé Guillaume Soro à l'État de Côte d'Ivoire, mais plutôt Guillaume Soro à M. Ouattara. Et la preuve, elle est évidente. Je vous rappelle, M. Ouattara, à une semaine des élections présidentielles, c'est-à-dire le 24 octobre, M. Ouattara avait déjà émis le souhait de condamner Guillaume Soro à perpétuité.
Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous étions à un procès où on était déjà condamnés avant d'être jugés. Ça, c'est en Côte d'Ivoire sur Ouattara. Le président de la République, au cours d'une interview, le 24 octobre 2020, une semaine avant les élections du 31 octobre 2020, M. Ouattara, dans une interview, avait émis le souhait de voir Guillaume Soro condamné par la justice ivoirienne à perpétuité. Donc, ça veut dire quoi? Que M. Ouattara, il est passé par tous les moyens possibles pour pouvoir avoir Guillaume Soro dans sa main. Dieu n'a pas voulu. Le seul instrument que dispose la dernière carte de M. Ouattara, c'était la justice ivoirienne, qui est inféodée par l'exécutif. Voici comment M. Ouattara pouvait jouer sa dernière carte. Et il a vraiment joué sa dernière carte. M. Ouattara ne voulait pas donner de perpétuité à Guillaume Soro. Ouattara voulait Guillaume Soro mort. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, il a tenté par tous les moyens possibles pour pouvoir le détruire, pour pouvoir détruire sa vie. Ce que je peux vous dire, que la perpétuité, c'est un homme qui la prononce. Et regardez quelque chose de très marrant. Il y a 30 ans, bien compté entre Ouattara et Guillaume Soro, 30 ans. 30 bonnes années entre Alassane et Guillaume Soro. Lui, Ouattara, a 79 ans. Et c'est lui qui fait perpétuité. Est-ce que Ouattara peut vivre encore 79 autres années sur la terre? Dieu est miséricorde, Dieu c'est le miracle. Dieu peut tout faire. Mais est-ce que vous pensez que M. Ouattara peut vivre encore 79 autres années sur la terre? D'aujourd'hui, mettez encore 30 ans sur l'âge de M. Ouattara, ça va faire 109 ans. 109 ans. À 109 ans, que peut-il faire, M. Ouattara? Guillaume Soro, dans 30 ans, aura le même âge que M. Ouattara aujourd'hui. Je dis tout ça pour vous dire que c'est l'homme qui dispose. L'homme lui propose. Ce que M. Ouattara vient de prononcer, perpétuité là, c'est une proposition. Il propose ça à Dieu. Quand lui finit de proposer, c'est Dieu qui dispose. C'est-à-dire Dieu, lui, il regarde la proposition de M. Ouattara. Perpétuité qu'il a dit contre Guillaume Soro là. M. Ouattara, pour lui c'est définitif, mais c'est en réalité chez Dieu, c'est une proposition. C'est pourquoi on dit, l'homme propose, Dieu dispose. M. Ouattara ne dispose pas du dernier verdict. Seul Dieu a le dernier verdict. Je vais vous donner le cas très simple à côté de nous. Alpha Condé, il est à son quatrième mandat à la tête de la Guinée. Alpha Condé, c'est une question que je vous pose. Si je ne me trompe pas, Alpha Condé est à son 3e mandat consécutif à la tête de la Guinée. Mais ce même Alpha Condé avait été condamné à perpétuité, sinon à vie. Mais il va faire bientôt 15 ans, il est au pouvoir en Guinée. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, je suis l'auteur d'un slogan ou bien d'une formule pour dire le combat dans lequel nous sommes n'est plus un combat politique. Je l'ai dit hier, je le répète aujourd'hui et demain je vais le répéter. Le combat dans lequel nous sommes n'est plus politique, mais est maintenant spirituel. Le combat actuel que nous menons contre Ouattara n'est pas politique. Parce que ça dépasse lui-même, M. Ouattara.
Est-ce que vous pensez, vous pensez normalement que si ce combat ne dépassait pas M. Ouattara lui-même, M. Ouattara peut accepter de condamner Guillaume Soro à perpétuité, c'est-à-dire après la mort de Amadou Gon, après la mort de Ahmed Bakayoko, Babo rentre en Côte d'Ivoire, Bédié est en Côte d'Ivoire. Est-ce que si ce combat ne dépasse pas l'entendement de Ouattara lui-même, est-ce qu'il peut condamner Soro Guillaume à perpétuité? C'est pourquoi j'ai dit, ce combat a dépassé l'étape politique. Nous sommes dans la phase spirituelle. C'est-à-dire, Dieu veut travailler de sorte que il y a des gens qui ont oublié l'histoire de l'humanité, l'histoire du monde, leur propre histoire. Il y a des gens qui ont oublié ça. Donc Dieu est en train de reprendre encore les choses pour qu'on, ceux qui ont oublié se rappellent définitivement de leur propre histoire et de l'histoire du monde. C'est-à-dire, tout ce qui va arriver, ça s'est déjà réalisé quelque part dans le monde. C'est pourquoi on dit, il n'y a plus rien de nouveau sur le soleil. On parle de perpétuité de Guillaume Soro. Ça existait ailleurs, en Afrique même, et même à côté de nous. On parle de 20 ans. Mais regardez tout près de nous. Monsieur Babo qui vient de rentrer, il a pris 20 ans. Il est en prison, il vient de rentrer en Côte d'Ivoire, alors qu'il a pris 20 ans en Côte d'Ivoire. Mais il est en Côte d'Ivoire. Les Kone Katina là, et tous avaient pris 20 ans. Donc l'homme propose, Dieu dispose. Alors, je voulais vous parler des différentes condamnations. Voyez-vous, parmi ceux qui ont été condamnés à 20 ans et qui sont restés en prison en Côte d'Ivoire, je ne parle pas d'abord des exilés. Parmi ceux qui ont été condamnés à 20 ans en Côte d'Ivoire, il y a parmi eux un seul civil. Un seul civil. Kone Kamarate Suleiman, alias Soutousoul. Lui seul, le civil en Côte d'Ivoire, c'est lui seul qui est aujourd'hui en prison en Côte d'Ivoire. Je ne parle pas d'abord des exilés. Et quand je vous dis ça, est-ce que ça ne vous rappelle pas quelque chose? Quand on dit parmi tous les civils qui étaient devant le tribunal criminel là, c'est Soutousoul seul qui a été condamné à 20 ans. Parmi les civils. Et les autres sont les militaires. Pour eux, c'est un autre cas. Vous voyez, Soutousoul, à la base, il est ambassadeur. Je vais vous dire quelque chose. Vous-même, vous allez méditer sur ça. Soutousoul, à la base, il a le statut d'ambassadeur. Au moment où on devrait faire les clarifications, ou bien tu laisses le tabouret et tout ça, Ouattara l'a reçu. A reçu Soutousoul. Pour lui dire qu'il allait l'affecter en Italie, en tant qu'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Italie. Soutousoul a refusé. Il a même été expulsé de sa résidence en Côte d'Ivoire. Le premier acte de défiance de Soutousoul vis-à-vis de Ouattara, c'était là. On va aller encore plus loin. Lors du procès, chacun était soumis à un interrogatoire. Il y a une question qui a été posée à Soutousoul par l'avocat de l'État, Maître Mété Abdoulaye, qui a dit, et je cite, Soutousoul, M. Kone Kamaraté, jusqu'où vous êtes prêts, jusqu'où vous irez avec votre fidélité à Guillaume Soro. Soutousoul a dit que jusqu'à la présidence. D'après nos sources bien introduites auprès de l'État de Côte d'Ivoire, on dit que c'est la chose que Ouattara a détestée dans le procès. Je reprends la formule, la phrase.
Maître Abdoulaye Mété a posé une question à Soutoussoul. En fait, nous sommes en train de comprendre avec le recul, avec toutes ces informations en nos possessions, que ce n'est pas seulement le verdict qui avait été rédigé par Ouattara, mais c'est toutes les questions qu'on posait au procès qui étaient rédigées par Ouattara. Et derrière toutes ces questions, il attendait une réponse pour pouvoir, lui, Ouattara, prendre la décision de les condamner ou pas. Il dit à Maître Ben de poser une question à Soul. Jusqu'où Soutoussoul est prêt à aller avec sa fidélité à Guillaume Soro. D'après notre source bien introduite dans l'État de Côte d'Ivoire auprès de Maître Ben Mété et M. Ouattara, que M. Ouattara voulait entendre, comme Soutoussoul est ambassadeur, que M. Ouattara voulait que Soutoussoul dise que lui, il est attaché à la République. Que lui, il est ami de Guillaume Soro, c'est vrai, mais d'abord et avant tout, lui, il est rattaché, il est attaché à la République. Mais Soutoussoul n'a pas dit ça. Soutoussoul a dit que lui, il sera fidèle à M. Guillaume Soro jusqu'à la présidence. Voilà la goutte d'eau qui a débordé le vase. Voici où Soutoussoul a pris ses 20 ans. J'espère que je me suis fait comprendre là. Alors, en ce qui concerne ceux qui ont pris les 17 ans, voilà, c'est un scénario. En fait, ils ont fait 18 mois en prison. C'est Congo Félicien, Soutoussoul et les deux frères du président Guillaume Soro, ils ont passé 18 mois en prison, 1 an et 6 mois. Et donc, on les condamne à 17 mois ferme. Ça veut dire quoi? L'État de Côte d'Ivoire, ils ont fait déjà pour les prédécesseurs, les Kanigui, le groupe des Kanigui. C'est-à-dire, pour les libérer, on dit, bon, comme ils ont fait 16 ou 17, 18 mois, on va les condamner jusqu'au nombre de mois qu'ils ont passé en prison. Alors, Soutoussoul, Alain Lobognon, Kanigui, enfin, Soutoussoul, Alain Lobognon, ces Congo Félicien, étaient tous accusés des mêmes faits. Et je vais vous rappeler quelque chose. Soutoussoul, là, il n'est pas dans le dispositif politique de Soro Guillaume. Pourquoi j'ai dit ça? Prenez le GPS de Guillaume Soro et dites-moi quelle était la fonction principale de Soutoussoul au GPS. Il n'y en a pas. Soutoussoul n'a pas de fonction au sein du GPS. Alors que Alain Lobognon faisait partie des membres fondateurs du GPS, donc du COC de GPS. Parce que quand le GPS a été créé, la première structure, le premier organe qui a été créé s'appelait le COC, Centre d'orientation et de coordination. Le COC, dont Alain Lobognon était membre. Et le COC était composé de 70 personnalités. Soutoussoul n'en faisait pas partie. Donc si on doit condamner des gens sur la base de leur appartenance politique à Guillaume Soro, Soutoussoul n'en fait pas partie. Mais Soutoussoul, au contraire, a été condamné pour sa fidélité amicale à M. Guillaume Soro. Bamba Afoussata Lamine a été approché plusieurs fois pour qu'elle fasse son retour au RHDP sans succès. C'est pourquoi elle a été condamnée. Sinon, en Côte d'Ivoire, de vous à moi, Bamba Afoussata Lamine, avocat de son État, a fait quoi pour mériter 20 ans? Je veux vous prendre encore Moussa Touré, le directeur de communication de Soro Guillaume. A fait quoi pour mériter 20 ans? Isiaka Fofana. C'est-à-dire, même ceux qui sont les plus... Isiaka Fofana a fait quoi pour mériter 20 ans?
en fait, en définitive, par la dissolution du GPS, M. Ouattara vient de nous démontrer que c'est un mariage forcé qu'il veut avec Guillaume Soro. Ça veut dire quoi? Mais le 23 décembre, qu'est-ce que M. Ouattara a demandé à Soro Guillaume pour ne pas l'accuser de coup d'État? Meïté Sendou était l'intermédiaire entre Guillaume Soro et l'émissaire de Ouattara, un certain Kader, qui est dans la finance. C'était lui l'émissaire de Ouattara. Et l'intermédiaire, c'était Meïté Sendou. Qu'est-ce que l'émissaire de Ouattara a dit à Meïté Sendou? L'émissaire de Ouattara a dit à Meïté Sendou, alors le président dit, il faut dire à Guillaume Soro, si il ne veut pas de problème, s'il veut rentrer en Côte d'Ivoire, il rentre, il dissout le GPS, il se rallie au RHDP. Écoutez, hein, ça c'est jusqu'à ce que M. Guillaume Soro monte dans l'avion. J'étais le président du comité d'organisation du retour. Enfin, on avait mis un comité en place où on devrait accompagner le président Guillaume Soro à l'aéroport. J'étais parmi les membres de l'organisation. Et je sais, il y avait 3 salons d'honneur à bouger ce jour-là pour nous. Il y a un salon qui était occupé par M. Guillaume Soro et ses collaborateurs, et les 2 autres salons étaient occupés par le comité. Alors, jusqu'à ce que M. Guillaume Soro, on lui dise que le vol est prêt là, il était en communication avec Meïté Sendou. Meïté Sendou était l'émissaire, enfin, était l'intermédiaire entre l'émissaire de Ouattara et Guillaume Soro. Meïté Sendou a dit à Guillaume Soro que Ouattara dit, soit il reste à l'étranger, il ne parle plus de la politique ivoirienne, tant que lui, Ouattara, il est là. Écoutez, hein, ça c'est la première proposition qu'on fait à Guillaume Soro. Et Soro dit, mais je ne comprends pas pourquoi moi on peut me dire de ne pas rentrer en Côte d'Ivoire et de ne pas parler de la politique. On dit, ok, comme tu veux rentrer, voici alors le deal. Tu rentres en Côte d'Ivoire, tu dissous ton GPS. Dès ton atterrissage à l'aéroport, tu fais le communiqué à l'aéroport pour dissoudre le GPS et pour réaffirmer ton engagement au sein du RHDP. Voici où est parti le problème de l'accusation. Guillaume Soro a refusé ce deal. Il dit, je ne peux pas dissoudre le GPS et retourner au RHDP. Le 23 décembre. C'est pourquoi ils ont préparé, tout était préparé au cas où ils refusaient. Et parler de ce procès en long et à large, sans dire, demander à Dieu d'avoir piqué de l'âme de M. Ahmed Bakayoko, ça ne sera pas sincère de ma part. Je prie le Seigneur très honnêtement que Dieu ait pitié de l'âme d'Ahmed Bakayoko. Parce que au-delà de tout, on est tous êtres humains. On a un seul destin en commun. Tous les êtres humains, notre destin en commun, c'est la mort. Chacun peut devenir milliardaire, multimilliardaire, millionnaire, comme nous, on sera, Inch'Allah. Chacun peut devenir pauvre ou riche, mais on a un destin commun, la mort. Je prie le Tout-Puissant, du plus profond de mon cœur, qui ait pitié de l'âme d'Ahmed Bakayoko. Mesdames et messieurs, tout ce qu'on parle aujourd'hui, c'est Ahmed Bakayoko. Loin de moi de blesser une sensibilité quelconque. C'est pourquoi j'ai d'abord commencé par des prières à son endroit. Mais qu'il sache qu'il a travaillé. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, on dit aujourd'hui, l'alpha et l'oméga, la pièce angulaire, la pierre angulaire, c'est M. Ahmed Bakayoko. C'est lui qui a fait enregistrer Guillaume Soro, qui a gardé l'enregistrement, qui a proposé qu'on sorte cet enregistrement pour faire croire aux Ivoiriens que c'était un coup d'État en cours. Dans quelle justice
on peut condamner l'intention et non l'acte. C'est-à-dire, moi, le CENI, j'ai l'intention de voler 10 000 francs derrière Doumbia Zouzou. Mais je n'ai pas volé. Mais j'ai l'intention. C'est-à-dire, comment Doumbia va savoir que le CENI a l'intention de voler mes 10 000? J'arrive chez Doumbia, je vois 10 000 sur la table. Comme je suis moi, j'ai dit, Joe, vraiment, moi j'ai envie de prendre 10 000 là. Hein. Mais Doumbia a reçu quand même à prendre ces 10 000 pour mettre dans sa poche. Pour ça, le fait que le Seigneur a peut-être exprimé son souhait, son projet de vouloir prendre les 10 000, est-ce que cela fait de Luceni un criminel, un voleur? On ne devient voleur lorsqu'on commet l'acte de vol. Qu'est-ce qu'un voleur? C'est celui qui extrait frauduleusement le bien d'autrui. Mais on n'a pas dit un voleur, c'est celui qui a l'intention de soustraire frauduleusement le bien d'autrui. Je reprends. Un voleur, c'est quelqu'un qui a extrait frauduleusement le bien d'autrui. C'est-à-dire que celui qui a pris illégalement, frauduleusement, ce qui ne l'appartient pas. C'est un voleur. Tant que tu n'as pas commis l'acte de vol, tu n'es pas voleur. Donc, l'hypothèse selon laquelle M. Guillaume Soro avait un projet de coup d'État, il ne peut pas être condamné pour ça. Si, même c'était vrai. Même si c'était vrai qu'il avait un projet de coup d'État, jamais on ne peut le confondre pour ça. On ne condamne quelqu'un qui a posé l'acte de coup d'État. Qu'est-ce qu'un acte de coup d'État? Qu'est-ce qu'on peut qualifier d'acte de coup d'État? Une déclaration préenregistrée, comme on l'a vu avec certains militaires. C'est-à-dire, on découvre une cassette derrière M. Guillaume Soro, un CD, sur lequel il avait déjà préenregistré un discours de prise de pouvoir. Ça, inévitablement, c'est un acte. Ça, c'est un acte concret de coup d'État. C'est ça, un acte de coup d'État. Ça, c'est plus l'intention même. Ça, c'est déjà bien formulé. C'est déjà presque cuit. Où il fait une cassette là, si les militaires sont derrière lui, il fait un discours de dissolution des institutions de la République pour dire « j'ai pris le pouvoir ». Ça, c'est un acte de coup d'État. Même quand tu n'as pas tiré fusil. Mais une fois on découvre ça derrière toi, c'est fini. Vous pensez que si ils avaient découvert quelque chose comme ça derrière M. Guillaume Soro, on n'allait pas faire passer ça devant, sur les antennes de la RT? Si on avait une cassette de Guillaume Soro où il avait fait un discours préenregistré de prise du pouvoir, on n'allait pas faire passer ça sur les antennes de la radio-télévision ivoirienne? Oui, on n'allait pas cacher ça pour aller au procès. On allait vite faire pour remettre ça aux avocats de Soro Guillaume, mais il ne l'a pas fait. Il n'y a pas eu d'acte de coup d'État. Il n'y a pas eu de preuve contre Guillaume Soro. Bon, à supposer. Bon, supposons que il y a eu des preuves. Supposons qu'il y a eu des preuves. Supposons qu'on l'a attrapé avec des armes où il avait déjà positionné. Donc, supposons qu'il est coupable. Mais est-ce que quand on est coupable d'un acte de coup d'État, on va jusqu'à aller dissoudre le mouvement politique ou bien le parti politique auquel il appartient? Je reprends ma question. Estimons qu'ils ont prouvé devant le monde entier que Guillaume Soro a fait un coup d'État. Je n'ai pas dit qu'il voulait faire, il a fait un coup d'État. Et ça a échoué. Donc ils l'ont attrapé. Maintenant, quand il est condamné, parce qu'il voulait faire un coup d'État, est-ce que c'est pour ça? Quelle disposition de la loi ivoirienne prévoit que le mouvement auquel il appartient, ou bien le parti politique qui préside, ce parti doit être dissous? Je veux savoir. Je veux savoir. La dissolution du GPS est la preuve manifeste de la folle volonté de M. Ouattara à vouloir faire taire politiquement et définitivement Guillaume Soro. Deux actes qu'il a commis qui
démontre clairement qu'il n'y a rien à faire. M. Guillaume Soro a le choix de militer au sein de la formation politique de M. Ouattara ou bien de ne plus jamais parler de la politique en Côte d'Ivoire. Et même après M. Ouattara. Et je vais expliquer. 2 actes. 1. La dissolution du GPS. Et 2. La condamnation à perpétuité. Oui. Parce que ces 2 actes n'existent pas dans le code ivoirien. Ces 2 actes n'existent pas. À la rigueur, à la limite, on peut suspendre les mouvements, les activités de son mouvement politique. Pour un certain nombre d'années. Si vous voulez même 20 ans. On peut suspendre toute activité de son mouvement politique. Mais aller dissoudre, c'est différent. Et la dissolution est la preuve que M. Ouattara ne veut pas un autre parti politique issu, enfin, un autre mouvement politique présidé par un cadre du Nord. La dissolution, c'est ce que ça veut dire. Et il dissout le GPS pour quel but? Pour atteindre la psychologie des militants de Guillaume Soro, des sympathisants de Guillaume Soro. Parce que d'autres ont commencé à nous appeler. Oui, le Sénégal, ça là, on va faire quoi? Ouattara, pour lui, en faisant ça, c'est pour pousser les pessimistes à venir au RHDP. Vous voyez, c'est pas sérieux, M. Ouattara. Ce n'est pas sérieux. Mais comment obliger quelqu'un à t'aimer? M. Ouattara, je vais vous conter une histoire une petite parenthèse. Dans la cour de ma maman, c'est-à-dire chez mes cousins, ce monde était encore très petit, ils ont fait un mariage forcé, c'est-à-dire forcer une femme pour qu'elle épouse un homme. Après 5 enfants, après avoir fait 5 enfants dans ce foyer-là, écoutez très bien ce qu'il dit. Le mariage forcé, c'est que ça peut faire. Et quand on dit mariage forcé, ce n'est pas seulement un homme et une femme. Mariage forcé, c'est toute relation qu'on force. Toute union forcée a des conséquences drastiques. Et donc, la femme, elle a été mariée contre son gré à un homme, à son époux. Et elle s'est soumise. Elle a fait jusqu'à 5 enfants. Vous avez bien compris. 5 enfants. Comptons, 5 enfants, ça fait minimum combien d'années de mariage? En raison de 2 ans par enfant. C'est-à-dire, tu as un enfant, tu as fait un enfant, tu laisses 2 ans, tu fais un autre. Du coup, tu as 5 enfants. Ça fait au minimum combien d'années de couple? On va dire, on va prendre au bas mot 10 ans de couple. C'est-à-dire, au bas mot, 10 ans de couple. Parce que, n'oublions pas aussi qu'elle ne voulait pas le mariage. Donc, ça veut dire que les premières années, peut-être elle n'a pas eu un enfant. Mais elle a fait quand même 5 enfants. Donc, laissons tous les calculs. Prenons 10 ans de couple. Vous savez ce qui s'est passé après? Alors, après 5 enfants, et le dernier enfant avait même déjà 2 ans ou plus, qui avait commencé à marcher. Le dernier enfant des 5. Et la dame, elle avait toujours en tête l'humiliation qu'elle a subie depuis le premier jour de son mariage. Donc elle a voulu se venger. Et vous savez comment elle s'est vengée? Vous savez comment elle s'est vengée? Mais vous ne pouvez même pas imaginer. Vous n'allez même pas imaginer. Et je crois, je vous mets au défi. Vous n'allez pas imaginer quel acte elle a commis comme acte de vengeance. Parce qu'elle n'a jamais pardonné le mariage forcé.
Alors, qu'est-ce que la maman fait? Vous savez, dans les villages, surtout dans les familles polygames, les mamans, elles ont chacune 3 jours de foyer. C'est-à-dire, elle a 3 jours pour elle cuisine, celle qui fait la cuisine. 1, 2, 3 jours. Chacun a 3 jours, 3 jours, 3 jours. Ou bien 2 jours, 2 jours, c'est selon. Maintenant, c'était à son tour de faire la cuisine pour toute la famille. Maintenant, elle, son objectif, c'était pour assassiner son homme. Et qu'est-ce qui se passe? Son homme était au champ ce jour-là. Et avant de rentrer au village, il a mangé le soir au champ avant de rentrer au village. Donc la nourriture du soir, le dîner, il n'a pas pu manger. Alors que c'est ce dîner-là qui avait été empoisonné. Son homme lui dit, vraiment, je viens du champ, j'ai mangé, je n'ai pas faim. Et toute la cour a mangé le poison. Y compris elle-même. Et même son petit enfant qui était dans sa main. C'est-à-dire, immédiatement, il y a eu 9 morts. Ça, ce sont les effets collatéraux du mariage forcé. Donc, de l'union forcée. Et qu'est-ce que M. Ouattara demande à Guillaume Soro? Rien que ça. Il faut obligatoirement venir avec moi. C'est ce qui explique la dissolution du GPS. C'est ce qui explique la dissolution du GPS. Maintenant, la perpétuité, c'est quoi? Condamnation à perpétuité, ça veut dire que jusqu'à ta mort, tu ne parles plus de politique. Quand on condamne un homme politique à perpétuité, ça veut dire que jusqu'à ta mort, toi-même, politique là, tu ne parles pas dedans. À plus forte raison, être candidat à la mairie ou bien jusqu'à même à la présidence. Donc, en fait, si on peut résumer l'acte de M. Ouattara, on dira tout simplement que M. Ouattara se venge des Ivoiriens, en particulier des Ivoiriens du nord de la Côte d'Ivoire. C'est pas la cause de ces nordistes-là, M. Ouattara a marchandé pour devenir candidat et président. Il a tué Amadou Gon Coulibaly. Il a tué Ahmed Bakayoko. Non content d'avoir assassiné Ibé, Ahmed Bakayoko, Ouattao, Amadou Gon, le dernier qui veut dans la tombe avant lui, c'est Guillaume Soro. Mais ce ne sont pas les actes d'attentats qui ont manqué. Ce ne sont pas les actes d'attentats qui ont manqué contre la personne de Guillaume Soro. Je suis désolé. C'est Dieu qui n'a pas voulu. C'est Dieu qui n'a pas voulu. Et M. Ouattara, pour dire, bon, comme les autres sont morts, et toi, je n'ai pas pu t'avoir là. La seule et l'unique, sinon l'ultime solution, c'est de t'écarter définitivement de la scène politique. Parce que en fait, c'est ça. Maintenant, comme je vous l'ai dit tantôt, que cette manière de se comporter, c'est juste une proposition. C'est Dieu seul qui a les dispositions. Parce que quand tu prends perpétuité, est-ce que tu as pensé à toi-même ta vie? Parce que contre lui, celui contre qui tu as pris la perpétuité, tu ne sais pas quand il meurt. Tu ne sais pas si c'est avant toi ou après toi. Mais Inch'Allah, Guillaume Soro va mourir, mais ça sera après M. Ouattara. Plusieurs années après M. Ouattara. Maintenant, quand tu n'es pas là, tu as fait perpétuité, et puis toi, tu es mort. Et c'est ça, nous, on va prier pour que toi, M. Ouattara, tu meurs avant Guillaume Soro. Et Dieu, là, ne peut pas être injuste. Dieu s'appelle Dieu de la justice. Un homme, quand tu as été injuste
ne pense pas que Dieu ne va pas te punir. Monsieur Ouattara, tu as fini perpétuité, tu as proposé à Dieu. Et Dieu va disposer autrement. Et, mesdames et messieurs, c'est d'autant plus malheureux que je vois certains commentaires. C'est bien fait pour Soro. Soro est fini politiquement. La question que je voulais vous poser avant de finir cette vidéo. La question que je voulais vous poser. Aujourd'hui, est-ce que les deux défunts premiers ministres, je voulais vous poser cette question. Les deux défunts premiers ministres, Ahmed Bakayoko et Amadou Gon, là, est-ce qu'aujourd'hui, si on vient, parce qu'eux, ils ne peuvent plus parler, mais si on vient demander à un de leurs parents, c'est-à-dire un enfant d'Ahmed Bakayoko, un enfant d'Amadou Gon, bien une femme d'Ahmed Bakayoko, bien une femme d'Amadou Gon, si on vient leur demander, entre la perpétuité et puis la mort, qu'est-ce que vous choisissez pour vos époux ou bien pour vos papas? Ils vont dire tout simplement que non, nous-mêmes on ne veut pas perpétuité. Il faut doubler perpétuité pour leur donner, mais revenez avec eux. C'est pour dire aux militants, aux sympathisants et à ceux qui ont cru au combat de Soro Guillaume, à ceux qui continuent de croire à Guillaume Soro, que ne voyez pas la personne de Guillaume Soro, mais voyez plutôt la noblesse de votre lutte. À moins que tu as été dans ce combat, ah, dès que Guillaume Soro devient président, moi, je vais gouiller, il n'a qu'à me mettre. Si c'est ça, rapidement tu vas partir. Mais si tu es dans ce combat, qu'il faut que les donnes changent en Côte d'Ivoire, qu'il faut que tous les Ivoiriens arrivent à dire, hein, vraiment on était fatigués, mais nous nous sommes retrouvés, nous nous sommes réconciliés. Si tu es dans ce combat, pourquoi tu dois te fatiguer? Vous savez, il y a eu le 23 décembre 2019. Aujourd'hui encore, c'est le 23 juin 2021. Ça fait 2 ans jour pour jour que nous, on a été éprouvés avec le retour du vol de Guillaume Soro. Ça fait 2 ans jour pour jour. Et on vient d'être éprouvés encore. C'est un message de Dieu. Il n'y a jamais de succès sans procès. Il n'y a jamais de combat noble ou bien de noble combat sans péripéties. Celui qui vous dit ça, c'est faux. Éloignez-vous de là-bas. Il est souvent très beau d'entendre les histoires émouvantes des uns et des autres. Il est très beau souvent de voir quelqu'un conter la tragédie qu'il a, je veux dire, le désert qu'il a traversé. Il est en train de conter son histoire. C'est souvent beau. Mais quand c'est à notre tour, on veut éviter. Mesdames et messieurs, le leader a dit quelque chose et nous voulons marcher dans ses pas. Il dit, mes compagnons de demain seront ceux qui auront vécu la traversée du désert. Moi qui vous parle, je veux un jour être collaborateur de Guillaume Soro. Et si je veux être un jour collaborateur de Guillaume Soro, cette traversée du désert, je dois la tenir. Parce que pour dire à un leader, ah non, écoutez, Excellence, avec tout le respect que je vous dois, mais je ne peux pas faire ça. Ça veut dire que tu as du vécu avec lui. Ça veut dire que tu as du vécu, vraiment du vécu à ses côtés. Mais voici, non, on est pressé. On veut tout avoir en même temps, tout de suite. Ça veut dire qu'on veut tout avoir tout de suite. Non. Un combat noble se mène de bout en bout.
Oui, Madame Charlène Mossou, quand le leader disait que même si nous restons 10, vous pensez vraiment qu'il ne savait pas de quoi il parlait? Et en ce moment, on était combien? Il n'y avait pas encore de prisonniers dedans. Au moment où il disait ça, il était entouré. Aujourd'hui, où ils sont? Ce combat-là, c'est lui qui va tenir ce combat. C'est pourquoi je prie toujours le Seigneur de me donner la santé, l'énergie, la force, la foi de tenir ce combat-là. C'est pourquoi je suis toujours heureux. Il ne suffit pas. Souvent, il peut y avoir des petits moments d'angoisse. Par exemple, perpétuité là. Non. C'est quand tu ne connais pas l'histoire, tu te plains. C'est quand tu n'as pas la foi, tu perds tout. Et celui qui a la foi a tout avec lui. Et ma foi, c'est quoi? C'est que je crois à une chose, que aucun pouvoir sur cette terre n'est éternel. Seul le pouvoir divin est éternel. Donc, M. Ouattara passera comme s'il n'a jamais existé. M. Ouattara et tous ceux qui l'entourent quitteront la tête de la Côte d'Ivoire comme ils n'ont jamais existé. Oufoué a fait 33 ans de règne. Souvent d'autres oublient. Bon, allons-y. Pourquoi on va très loin? Oufoué est décédé, ça fait près de 27 ans aujourd'hui. Le premier ministre Ahmed Bakayoko, il est décédé, ça ne vaut même pas 4 mois. Aujourd'hui, là, d'autres peuvent faire toute une semaine sans penser à lui. Quand il y a d'autres, ceux qui ont bénéficié de lui, plein, sont ceux qui pensent à lui tous les jours. Non, c'est fini ça. Ça c'est fini. Oh, et lui, il est parti, ça ne vaut même pas 4 bons mois. C'est ça la vie. Je vais vous... Je ne travaille pas de secret, mais j'ai eu le privilège d'échanger aujourd'hui avec un très proche collaborateur de M. Ahmed Bakayoko, qui me disait ceci: cher frère, il y a des directeurs de sociétés qui couraient derrière moi. Aujourd'hui, je l'appelle, il ne décroche pas mon appel. C'est ça, le pouvoir. Et celui qui sait faire ça là, c'est Dieu. Comme vraiment, le match de la France a fait que je n'ai pas pu m'exprimer très tôt. Mais je vais bien m'organiser de sorte que demain, je revienne sur les temps forts de ce procès-là. Aujourd'hui, je voulais juste m'entretenir avec mes militants des générations un peu plus solidaires. Du jamais vu dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, depuis 1990, après le multipartisme, la dissolution par la justice de façon illégale, de façon illégitime, de façon infondée d'une organisation politique. Du jamais vu. Par contre, on peut suspendre, je dis bien suspendre les activités. Rappelez-vous, le 18 février 1992, où toute la direction du Front populaire ivoirien a été jetée en prison, le FPI n'a pas été dissous. Hein? Rappelez-vous, le coup d'État du 19 septembre, du 24 décembre 1999, le PDC n'a pas été dissous par Guillaume Robert. Un militaire de surcroît. Guillaume Robert n'a pas dissous le PDC. Ouattara avait été accusé d'avoir comploté contre l'autorité de l'État. Faux et usage de faux pour fraude contre la nationalité ivoirienne. Le RDN n'a pas été dissous. Mais pire, la rébellion du 19 septembre 2002 était soutenue
publiquement, officiellement, par des hauts cadres du RDR et non des moindres. En l'occurrence, le maire du RDR à Bouaké, M. Ibrahim Fani, dans les années 2000-2002. Le maire RDR, Fani Ibrahim, était le soutien le plus coriace de la rébellion à Bouaké. Et il ne s'en cachait pas. Mais Gbagbo n'a pas dissous le RDR. Gbagbo n'a même pas osé suspendre les activités du RDR. M. Ouattara vient de démontrer une fois de plus qu'il est tout simplement un lâche. C'est le mot. Un lâche, c'est celui qui se sert d'un instrument pour déranger son prochain. Un lâche, c'est qui? Entre deux personnes qui se battent. Et l'autre, il a que sa main, ses coups de poing pour se battre. Et toi, tu tournes, tu prends un fer. Tu es un lâche. Pour Ouattara, c'est comme ça. Entre lui et Soro Guillaume, c'était un bras de fer. Il n'a pas gagné le bras de fer et il s'est servi de la justice intérieure pour pouvoir battre Guillaume Soro. Alors que toute la communauté internationale est mobilisée pour dire non à Ouattara, pour dire que oui, Guillaume Soro n'a rien fait. Ça, déjà, pour nous, c'est très important. Mesdames et messieurs, chers amis de la Côte d'Ivoire, il est minuit, nous sommes en pleine semaine, nous ne sommes pas en week-end. Merci à toi, Bikas Bamba. Il est minuit 4 minutes. Je vais devoir vous laisser. En tout cas, demain, Inch'Allah, comme je l'ai dit tantôt, je vais revenir un peu sur les temps forts de ce procès. Je vais le faire un peu très tôt. Voilà, donc, c'est à cause du match de la France que nous ne sommes pas entretenus très tôt. Merci à vous. Ayez confiance en vous. Merci à toi, Charlène Mossou. Charlène, on dit quoi? On doit se parler là. Donc, week-end là, si tu es disponible, on va s'appeler un peu. Merci à vous et puis à très bientôt.